Bonjour, Général Michel Yakovlev. Et bienvenue dans cette émission. Ça représente quoi pour vous, ces cérémonies? Donc, là, je remonte, hein, nous avons l'œillet à la boutonnière ce matin. Oui, je vous félicite. Là. Est-ce que, en tant que militaire, ça résonne encore plus particulièrement pour vous? Oui, forcément, c'est un moment où on a toujours le rituel, comment dire, le rappel des vertus des anciens. Vous savez que dans un des couplets de la Marseillaise, là, nous entrerons dans la carrière quand nos anciens n'y seront plus. Hein, et la trace de leurs vertus. Donc c'est toujours sympa de se remémorer les anciens. François Clémenceau avait tout à fait raison en parlant de maintenant les jeunes. On se tourne vers les jeunes. Donc il ne faut pas en faire une commémoration un entre nous, si vous voulez. C'est effectivement appeler les jeunes au même élan que est-ce que ces valeurs nos prédécesseurs sont transmises selon vous? Oui, il est beaucoup question dans les médias, dans la société de manière générale, de délitement des valeurs, de délitement de l'engagement, une forme de jeunesse qui serait désintéressée de son histoire, de tout ce que cela incarne. Vous partagez ce raisonnement? C'est pas mon expérience personnelle. Il se trouve que j'enseigne à Sciences Po, j'ai quand même pas mal de jeunes. Bon, je fais du parachutisme, donc je rencontre pas mal de jeunes le week-end, quand il fait beau. Hein. et en fait, je trouve la jeunesse d'aujourd'hui, je pense, elle est capable de faire ce que la jeunesse d'hier ou d'avant-hier a fait. Elle se mobilise. Alors après, parfois il y a entre guillemets des excès de mobilisation. On trouve qu'ils se mobilisent un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non, mon expérience personnelle n'est pas sceptique en fait sur la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, nous sommes le 8 mai, demain c'est le 9. La commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le 9 mai en Russie, pour des raisons de décalage horaire. C'est quasi traditionnellement une occasion de montrer ses muscles pour le Kremlin. Est-ce que vous allez regarder ces manifestations avec attention? Est-ce qu'il faudra y déceler un message à l'Occident de Poutine? Non, je ne vais pas la regarder. D'abord, je n'ai pas la télé russe. J'aurais autre chose à faire en réalité. Mais forcément, c'est un étalage de force. Mais en gros, beaucoup de pays font ça. Il n'y a pas que la Russie qui fait ça. Nous, on a le 14 juillet, le Bastille Day, comme disent les Américains. Donc, tout le monde a envie de montrer ses muscles de temps en temps. Ce qu'il y a de frappant cette fois-ci, c'est que Poutine s'est engagé dans une guerre. Elle va pas bien pour lui, en réalité, même si pour l'instant c'est plutôt bien. Sur le long terme, ça va pas bien du tout. Et donc, dans quelques années, on regardera les 9 mai. Les Russes regarderont les 9 mai de Poutine avec un sourire en coin, je pense. Alors, ce que l'on apprend ces dernières heures, Général Yakovlev, c'est qu'a priori, Poutine n'a pas perdu son ambition d'éliminer directement Volodymyr Zelensky, directement au sens de sa personne. 2 colonels ukrainiens ont été arrêtés. Ils avaient une double mission, fournir des informations concernant M. Poutine, mais aussi les patrons du renseignement ukrainien, et trouver des exécutants au sein de la garde rapprochée de Zelensky. Donc il nous rappelle à cette occasion que c'est une volonté, j'allais dire presque personnelle, de l'éliminer? Oui, sûrement. Alors l'enquête elle n'est pas bouclée, enfin, etc. Mais et pour l'instant on est sur l'information que nous donnent les Ukrainiens. Il semblerait qu'effectivement Poutine soit toujours dans son trip. C'est une affaire très personnelle. Ça montre aussi que les guerres sont les résultats de passions humaines et pas de phénomènes économiques. Vous voyez, le déterminisme de la guerre. On croit souvent que ce sont des phénomènes historiques et que les hommes sont juste au-dessus et les représentent. En l'occurrence, cette guerre résulte de la volonté d'un homme, Poutine. Ce régime russe qui est devenu une menace pour le monde entier est le résultat de la volonté d'un homme qui s'appelle Poutine. Le déterminisme humain reste majeur. Oui, parce que d'un point de vue stratégique, il n'y aurait pas de fondement fondamental. Alors, en Ukraine comme ailleurs, M. Zelensky est le patron des armées, enfin, le chef des forces armées, mais il n'y aurait pas de changement. La disparition de Zelensky, ce serait un choc. Oui, ça sera un très gros choc, mais c'est l'avantage pour l'Ukraine d'être une démocratie, c'est que l'institution survit aux hommes. Ce qui n'est pas le cas du régime Poutine. Si Poutine a un accident de voiture,
et ben là, ça aura des conséquences sismiques sur la Russie. Est-ce que la question se pose, général Yakovlev, selon vous? Est-ce que les Occidentaux, dans leurs échanges, ont envisagé d'essayer d'éliminer directement Vladimir Poutine? Non, ça je ne le crois pas une minute. D'abord, c'est pas notre genre. Pourtant, ce serait une façon de résoudre la crise, si j'en crois votre raisonnement. Non, parce que ça créerait une telle crise en Russie. Là, on rentre dans l'inconnu, si vous voulez. Par exemple, j'ai entendu dire non, on ne veut pas tuer Poutine parce qu'après lui, c'est encore pire. En réalité, si vous regardez bien l'histoire des révolutions, elles se font en 2 temps. C'est comme le rasoir en 2 lames. Et donc, c'est la deuxième révolution qui déclenche le nouveau régime. Vous voyez, après, en France, fin de la monarchie, donc monarchie constitutionnelle, et puis après, c'est Robespierre et sa bande, vous voyez, la terreur et j'en passe. Donc, quand on dit le successeur de Poutine sera, il sera pendant 6 semaines. Ou 6 mois. Et après, on saura qui est le vrai successeur. Et par exemple, on a cru qu'en Russie, en 1917, ça serait Kerensky. Bon, en 1918, c'est les bolcheviks, si vous voulez, Lénine, qu'on ne voyait pas avant. Donc, la question de qui succéderait à Poutine, pour moi, est vide de sens. Ça sera une parenthèse historique. En revanche, la Russie survivra-t-elle après Poutine? C'est une vraie question. Et en Russie, quand ils font des révolutions, ils sont assez bons. Je veux dire, ils y vont fort. Donc là, la Yougoslavie, puissance 10, avec 6000 têtes nucléaires, personne n'en veut. Donc, indépendamment du fait que nous ne le faisons pas, l'élimination des chefs d'État... Vous dire comment, pour dire les choses clairement, on sait où est le danger, il est identifié, il est circonscrit, si je puis dire les choses ainsi. Oui. En parlant du danger, Vladimir Poutine répond à Emmanuel Macron, notamment, en annonçant la préparation d'exercices nucléaires. D'ailleurs, M. Loukachenko, qui est son allié, pour dire les choses gentiment pour lui, en Biélorussie, lui emboîte le pas. Il y a une différence par rapport aux précédents exercices, c'est qu'ils ont lieu dans la zone militaire sud de la Russie, donc tout près de l'Ukraine. C'est ça le sens du message, selon vous, le plus puissant envoyé par Poutine? Non, c'est pas... Alors, c'est un message qui il fait du signalement stratégique, nucléaire, chaque fois que les choses ne vont pas bien pour lui. En l'occurrence, il a le 9 mai sans victoire. Il n'a pas Tchassiviar. Il n'a pas un nouveau nom sur les emblèmes à mettre. Donc c'est un 9 mai en demi-teinte et donc voilà, il fait du signalement nucléaire. Maintenant, c'est la région sud. À quelle distance de la frontière? Très franchement, je doute que ça soit à portée des missiles ukrainiens, parce que ça serait tentant. Et puis ce sont des exercices... tous mes camarades sur les plateaux, on passe notre temps à détarrer l'anxiété, si vous voulez. Nous faisons tous des exercices avec les moyens nucléaires, des exercices de mise en œuvre. Ça fait partie de la crédibilité de la dissuasion. Donc voilà. Alors le nouveau geste, c'est le Bélarus qui a les missiles, mais on ne sait pas s'ils ont les têtes. En revanche, c'est pas étonnant qu'ils s'entraînent. Si on leur a donné ce matériel, c'est aussi pour voir s'ils sauraient le mettre en œuvre. C'est complexe, la mise en œuvre d'un tir nucléaire. Un dernier mot, général Yakovlev. Emmanuel Macron, Asie économiste, a rappelé donc son ambiguïté stratégique. Il a mis 2 conditions à l'envoi de troupes, l'envoi potentiel de troupes, que Zelensky en fasse la demande, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, M. Zelensky l'a répété. Deuxièmement, qu'il y ait une brèche sur le front. Ça, en revanche, c'est peut-être moins exclu. Et on voit à l'Est qu'il commence à y avoir des difficultés à certains points pour l'Ukraine. Oui, des difficultés, ils en ont, mais a priori, ils sont pas au bord du cataclysme. Donc je pense que le président Macron pensait plutôt à un cataclysme militaire, l'effondrement... un engouffrement des troupes russes sur le territoire ukrainien. Oui, voilà. C'est derrière les conditions, au fond, les conditions, elles peuvent évoluer. La décision de faire quelque chose, elle dépendra des circonstances du moment, pas forcément de choses qu'on a dites 6 mois avant. Le point clé pour moi, c'est qu'avec ce discours réitéré, c'est délibéré depuis le 26 février en fait, le président Macron est devenu le porte-flambeau et d'ailleurs aujourd'hui c'est le jeu olympique, mais il est devenu le porte-flambeau d'une forme de contre-escalade face aux Russes, d'une façon de dire maintenant il y en a marre, et voilà. Et il est en train, ce discours
Bon, déjà, il y avait un auditoire acquis, c'était nos amis baltes, par exemple, ou polonais, mais ce discours est en train de faire son chemin, et je pense, y compris dans l'opinion. Un tout dernier mot à titre personnel, vous allez suivre l'arrivée de la flamme? Non. Vous êtes enthousiaste? Non. Non? Ça Non, vous intéresse pas? J'ai pas ce degré-là d'enthousiasme, mais le parachutisme n'est pas une discipline olympique. Voilà. Ah, Donc je sens la vexation. Je fais ma mauvaise tête. Voilà, je sens la vexation personnelle. Non, mais finalement, je suis très heureux de ce geste. Merci Gérald Yakovlev d'avoir été avec nous ce matin.